nous avons vus qui ont causé la clameur publique. Des coups, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Et une pauvre mineure d'âge dans un état extrême de vulnérabilité. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques coups aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des coups est permise. Et je voudrais dire ceci, nous en termes médicaux, on ne parle pas des coups. Si j'ai utilisé les coups parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Oui, mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée. Il conteste. Pour lui, les coups sont autorisés. Je renvoie le prévenu à l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18 par 035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique en République démocratique du Congo. La violence, conformément à la loi, si elle doit constituer une cause suprême pour sauver un malade, l'article 33 et l'article 1er alinéa 3 nous soutient. Les coups administrés sur les patients, sur la patiente, qui était l'unique moyen, parce que c'est ça la condition première pour que l'état de nécessité soit retenu. Deuxième condition, Monsieur le Président, le danger doit être actuel et imminent. Eux-mêmes, Monsieur le Président, ils ont dit que la patiente avait encore 2 heures de vie. 2 heures, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Dans 2 heures, une vie peut être sauvée. Une vie peut être sauvée autrement que par l'administration des coups sur une personne que eux-mêmes ils ont dit dans un état de vulnérabilité psychologique avérée. Quand les avocats sont en train de venir dire ici, il avait 2 heures, il pouvait faire autre chose. En tout cas, moi personnellement, ça me choque surtout que la Constitution de la République met un accent très particulier sur la vie humaine qui est sacrée. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en face d'un expert, mais nous sommes en face d'un avocat du prévenu. Nous avons. Merci, monsieur le procureur, je suis de votre avis. Je pense qu'il faut faire venir la discipline. C'est moi qui ai la police d'audience. Donc, c'est les... Non, je voudrais vraiment vous demander de faire preuve de patience et de discipline aussi. La parole est aux experts pour réagir brièvement. Mais c'est pour faire arrêter votre combat. Mais vous venez largement en retard. Bon, allez-y, maintenant. Reste calme. Avocat Baron de Maïdo. Maître Placide Katota. Bien, c'est bien noté. Docteur, vous pouvez même vous concerter. Un de vous peut répondre rapidement. Ne nous prenez plus beaucoup de temps. En 2 minutes, vous pouvez répondre par rapport aux réactions, disons, aux observations, préoccupations de la partie civile. Maître, s'il vous plaît, laissez aux experts le temps de répondre. Nous avons lu rapidement les rapports. Moi, en tant que médecin directeur de l'hôpital, je me réserve tout commentaire par rapport à ces rapports, à la décision justement des chefs des divisions professionnelles de la santé. Donc je ne peux pas commenter sur la décision du chef.
Docteur, est-ce que vous avez quand même jeté un coup d'œil sur ces rapports là? Oui, oui, je lis. Serait-ce un rapport authentique? C'est-à-dire qu'il vient du conseil urbain ou du conseil de la division provinciale de la santé? Ça, c'est la lettre du chef de division provinciale de la santé. D'accord. Oui. Docteur, vous êtes du même avis? Vous? Bon, personnellement, je ne saurais pas affirmer si ça vient de la division provinciale. D'accord, merci, c'est bien noté. Oui, Maître William. Monsieur le Président. Maître Mateta se prépare. Hein. Monsieur le Président, avec votre autorisation, s'il faudra maintenir ou retenir encore le cinéma expert. Vous pouvez nous remettre ces rapports ou bien les donner au conseil. Nous avons quelques questions à leur poser. Oui, allez-y. Monsieur le Président, si les experts peuvent nous répondre avec précision, puisque même, j'ai senti même dans l'intervention du ministère public, il y avait une difficulté de pouvoir comprendre la vraie attitude que devrait prendre un médecin en cas de nécessité. Alors, ma question est de savoir, selon eux, l'acte posé par notre client était de nature à donner la mort à la patiente ou bien de nature à la sauver? La première question. Mais allez-y, si vous avez une seconde. Oui, docteur. Non, allez, non, s'il vous plaît. Oui. La deuxième question. Le médecin directeur a déclaré tantôt que le lendemain, il a décidé de pouvoir suspendre toute l'équipe. Alors, je voudrais savoir, l'équipe a été suspendue pour divulgation des images ou bien pour, disons, par rapport à l'acte posé par le médecin? D'accord. Docteur, comment vous répondez aux questions du conseil du président? Et enfin, savoir... non, la dernière. Deux questions suffisent. Non, la dernière. Allez-y. Suivant ce que les experts savent de leur profession, ils ont quelle obligation légale? De moyens ou bien des résultats? Oui, docteur, première question. L'acte posé par le médecin était-il de nature à donner la mort ou à sauver la vie? Je pense que les médecins qui avaient soigné Madame Dorcas avaient l'ultime mission de conserver sa vie. Donc, je ne pense pas que l'acte qu'il avait posé avait la nature à lui donner la mort, parce que, après avoir donné les coups, il est rentré réparer son accouché. Donc, je ne pense pas qu'il avait l'intention de tuer son accouché. Ça, c'est de un. De deux, je m'excuse, hein, je ne suis pas avocat, mais personnellement, je suis inquiet de voir la façon dont on est en train de banaliser la vie. Je suis très inquiet. Quand j'entends les avocats dire non, mais il avait 2 heures, on pouvait faire quelque chose. Mais je ne sais pas s'ils savent, s'ils ont déjà été dans un hôpital, s'ils savent comment nous travaillons dans des situations d'urgence. Parce que déjà, devant une urgence, on vous dit qu'il faut faire appel à l'aide. Vous ne pouvez pas être seul. Vous voyez? Alors quand les avocats sont en train de venir dire ici, il avait 2 heures, il pouvait faire autre chose, en tout cas, moi personnellement, ça me choque, surtout que la Constitution de la République met un accent très particulier sur la vie humaine qui est sacrée. En tout cas, moi personnellement, ça me choque. Deuxièmement, vous savez que notre pays a ratifié des lois internationales. Et actuellement, selon les ODD, nous devons, s'il vous plaît, nous sommes à près de 754 décès maternels aujourd'hui. Et l'objectif fixé par notre gouvernement, c'est d'atteindre 70 décès maternels d'ici 2030.
Et l'acte que le docteur Balanganaï a posé fait concourir à la tête de cet objectif. Alors quand les gens sont... S'il vous plaît, je ne suis pas avocat, je suis médecin et moi, je suis en train de parler par rapport au sens de la vie humaine qui est attaquée. S'il vous plaît. Laissez l'expert répondre. Laissez-les répondre aux questions. Les obligations déontologiques sont l'œuvre d'une loi en République démocratique du Congo. Donc, pour juger les actions contraires à la déontologie en République démocratique du Congo, on doit interroger la loi pour dire est-ce que l'acte posé par l'autre est conforme à la loi? C'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi quand on a dit que la violence, non. C'est là où je voudrais réagir. Moi, j'ai dit la violence conformément à la loi. Si elle doit constituer une cause suprême pour sauver un malade, l'article 33 et l'article 1er alinéa 3 nous soutient. Si les médecins, s'il vous plaît, maître, résumez, vous avez une minute. Je suis en train de résumer, je suis en train de citer. Vis-à-vis de ses obligations, si un médecin ne remplit pas ses obligations, voilà ce qui arrive. S'il se soumet au caprice du malade, ici nous parlons de l'ostotanasie. L'ostotanasie peut te conduire à constituer l'infraction, te considérer comme responsable d'un meurtre ou d'une assistance à personne en danger. Donc, devant un cas pareil, la personne doit agir. Je n'entre pas encore dans les débats en droit. Nous allons y revenir au moment opportun. Merci. D'accord. A été demandé par notre client lui-même. S'il vous plaît, Maître William, exactement, nous avons compris. S'il vous plaît, faisons preuve de discipline. Nous avons dit 2 interventions de part et d'autre. La parole est au Conseil de la partie civile. Monsieur le Président, de l'autre côté, Maître William, vous allez revenir après. Vous allez revenir. On va du côté de la partie civile. Votre honneur, Vous êtes concentré là-bas. 2 interviennent. Votre honneur, Monsieur le Président, je suis Maître Willy Kalouma. Monsieur le Président, nous voulons faire reposer la question aux médecins, aux 2 médecins qui se sont présentés, au regard de la loi si évoquée. La même loi à l'article 28, si la même partie peut nous lire à l'intention du tribunal, que dit cette loi, et nous voulons poser la question aux médecins experts. Leur article 28... Réagissez par rapport, oui. Vous avez suivi les experts. J'ai réagi. Par rapport à leur code de déontologie, l'article 28 du code de déontologie des médecins, cet article interdit un médecin de pratiquer la torture ou de donner, faire des contraintes aux malades. Mais maintenant, étant médecin, par rapport à leur déclaration en tant qu'expert, moi j'aimerais déposer, les confrères peuvent déposer le même rapport de son hiérarchie. Le médecin David a été entendu par la division provinciale de la santé. À ses pairs, devant ses pairs. Il a passé aux aveux, il a accepté qu'il a mal agi. D'après les experts, quelle est leur réaction par rapport à ces rapports? Nous avons dit. 28 du code de déontologie ici évoqué qui interdit aux médecins d'utiliser des mesures de contrainte lorsque les patients, et je précise toute mesure de contrainte, toute mesure de contrainte est interdite à l'égard du patient qui refuse de donner son consentement. Ici, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, quelles sont les conditions qui sont requises pour qu'on retienne l'état de nécessité? Elles sont 3, Monsieur le Président. Et la première, c'est la nécessité de l'acte. Ici, il y a la commission de l'infraction qui doit être l'unique moyen pour éviter le danger. Est-ce que c'était la commission ou les coups administrés sur les patients, sur la patiente,
qui était l'unique moyen, parce que c'est ça la condition première pour que l'état de nécessité soit retenu. Deuxième condition, Monsieur le Président, le danger doit être actuel et imminent. Eux-mêmes, Monsieur le Président, ils ont dit que la patiente avait encore 2 heures de vie. 2 heures, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Dans 2 heures, une vie peut être sauvée. Une vie peut être sauvée autrement que par l'administration des coûts sur une personne que eux-mêmes ils ont dit dans un état de vulnérabilité psychologique avérée. Ça c'est la condition qui n'est pas qui n'était pas réunie pour la deuxième. Et pour la troisième condition, Monsieur le Président, la proportionnalité de l'acte. Donc ici, entre les coûts que nous avons vus, qui ont causé la clameur publique, des coûts, s'il vous plaît, Monsieur le Président, et une pauvre mineure d'âge, dans un état extrême de vulnérabilité. Monsieur le Président, où est la proportionnalité? Où est-ce qu'on entre ces coûts-là administrés? Est-ce que ces coûts-là administrés ne pouvaient-ils pas l'être pour stabiliser la patiente et sauver sa vie? Parce que ici, nous saluons le fait que la vie a été sauvée. Oui, la vie a été sauvée, mais elle ne devait pas l'être par l'administration des coûts auxquels qu'on a observé. Et donc, ici, l'état de nécessité ne peut pas être. Enfin, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, on a évoqué ici l'article 28 qui interdit. Et pour illustrer un cas, dans notre société, c'est le cas des témoins de Jéhovah, Monsieur le Président. Lorsque un patient témoin de Jéhovah est entre la vie et la mort, et qu'on doit lui faire une transfusion sanguine, s'il n'est pas en état de capacité pour donner son consentement, on pose la question à sa famille ou ceux qui l'ont accompagné, qui peuvent répondre juridiquement et signer. Et s'ils refusent, les médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le médecin a l'obligation des moyens et non pas des résultats. Il refuse de transfuser, de donner la transfusion sanguine, et la personne ou la famille assume. Première fois accouchée, qui est surprise de cette douleur ô combien intense que subissent ces mamans, l'on voudrait tenter de la victimiser comme pour justifier qu'il y aurait une mauvaise prise en charge en amont qui pourrait conduire. Ce sont des comportements que nous allons y revenir au moment venu. Mais une autre question, pour rester dans l'instruction du dossier, et que le médecin chef de staff nous dise, n'y avait-il pas un autre procédé pour tenter de maîtriser la fièvre, nous précisons? Parce que même au CNPP, là où on garde des malades mentaux, je n'ai jamais entendu là où on aurait administré des coups à un fou. Jamais. Il y a plusieurs procédés tels que l'immobilisation. Vous pouvez utiliser la main-d'œuvre email pour immobiliser quelqu'un. Vous pouvez utiliser même des chaînes, comme dans certains centres de santé mentale. Et lui-même, le médecin chef de staff, a précisé que dans ce genre de situation, l'on peut également administrer une anesthésie locale. Mais pourquoi doit-il encore estimer que son confrère aurait agi en cas de nécessité? Quelle est notre question? S'il estime qu'il est interdit de porter des coups à une accouchée pendant ces instants-là, comment peut-il encore estimer qu'une femme qui n'a que 2 heures pour survivre, qui a perdu pratiquement tout son sang, il soit encore possible de administrer un coup? Comment justifie-t-il cela? Attendez, docteur. Merci, monsieur le procureur. Je crois qu'il avait répondu à la première question, mais parce que l'instruction orale, on lui repose encore. N'y avait-il pas d'autres procédés pour maîtriser la patiente? Mais pourquoi justifie-t-il
l'acte du prévenu, parce qu'il a dit dans ses propos qu'il aurait agi par nécessité. Pourquoi il estime que c'est de la nécessité que de porter le coup à une personne dans ces conditions-là? Ok, je pense que concernant les autres méthodes, j'ai été clair. On peut transférer les malades, tout comme on peut utiliser l'anesthésie générale. Et je vous ai donné les contraintes liées à chaque alternative qui était présente. Concernant l'état de nécessité, j'ai dit peut-être les confrères s'étaient retrouvés dans un état de nécessité concernant en voyant les tableaux cliniques de sa patiente, ainsi que la procédure administrative qui est longue. Mais, curieusement, je suis en train de suivre quand même monsieur le procureur qui est en train d'affirmer que dans cette situation, on pouvait enchaîner les malades, on pouvait les brutaliser avec les mains, je ne sais pas, c'est ce que j'ai pu entendre. Oui, c'est ce que j'ai pu entendre. On pouvait enchaîner les malades, on pouvait les tenir, tout ça avec les mains. Ça, c'est aussi une violence physique, s'il vous plaît. Une patiente ou une accouchée constitue, on ne peut pas commencer à les brutaliser ou à les tenir, je ne sais comment, parce que vous ne saurez même pas si tirer. Parce que les lésions se trouvent dans les tractus vaginales. Et là-bas, il faudrait ouvrir, voir. Si elle ne collabore pas, vous ne saurez pas effectivement poser votre acte. Donc je pense que c'est ce que j'avais dit. Merci. D'accord, il y a les procureurs qui voudraient faire une observation. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en face d'un expert, mais nous sommes en face d'un avocat du prévenu. Nous avons. Merci beaucoup, mais pourvu que vous ne puissiez pas décourager des experts qui sont ici. Ils risquent de se retenir et de ne pas donner leur version de fait ou de ne pas donner leur science. Il va falloir leur donner l'occasion. Vous allez tirer toutes les conséquences après. Bon, pour le moment, de ce côté, du côté du prévenu, vous choisissez de concerter vous. Il n'y a que 2 conseils qui vont intervenir. Par rapport à la déposition ou aux dépositions des experts. Du côté de la partie civile, 2 aussi. Vous allez intervenir. Maître, vous êtes partie civile. On donne les 2 aux prévenus, on donne les 2 à la partie civile. Vous pensez qu'on doit vous donner 3? C'est 2-2. Vous êtes avec le ministère public. Vous oubliez ça. C'est 2-2. Ne discutez pas avec les tribunaux. C'est 2-2. Les prévenus, vous devez vous concerter. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre la parole. Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'abord au médecin directeur de l'hôpital général de Kinkole, l'hôpital général de référence de Kinkole. Oui, proposez ces questions. La première question. Est-ce que les contraintes physiques sont-elles permises en cas d'urgence? La première question. La deuxième. Quelles sont, puisqu'il parle de méthodes, quelles sont les méthodes reconnues face à une urgence dans les cas où un médecin est en face d'une femme qui saigne? Si ces méthodologies sont là, listées, il peut nous les répéter clairement devant votre auguste tribunal. La troisième question, Monsieur le Président. Quelles sont les missions nobles d'un médecin? Et la quatrième question, Monsieur le Président. En quelles circonstances l'hôpital général de référence peut faire un transfert? Et pour terminer, vous avez dit qu'il y avait 2 questions, vous en êtes
J'ai dit quelques questions, monsieur le Président. Allez-y. Nous sommes de la défense, laissez-moi poser. Oui, parce que vous voyez qu'ils doivent avoir le temps de retenir ces questions. Et maintenant, la dernière question, c'est au médecin chef de staff. Après l'accouchement, avec déchirure, quelle est la durée optimale qu'on peut attendre de la patiente? On peut nous compléter. Non. La première question. La première question, si les contacts physiques étaient permises. Je l'ai dit tantôt, non. Allez-y, docteur. Deuxième question. Non, vous pouvez lui répéter directement. Contrainte physique, il a répondu non. Deuxième question. Les méthodes directives. S'il vous plaît, monsieur le Président, toutes les questions sont adressées au médecin chef de staff, pas au médecin directeur. Non, c'est lui qui gère. Ils sont tous experts. Non. Tout ce que nous voudrions dire, monsieur le Président. Essaie de répondre. Après avoir répondu le médecin chef de staff, il ne faut pas opposer les experts. Pourquoi vous voulez opposer les experts? Les méthodes. Il répond d'abord. Mais non. Monsieur David, attendez, vous allez réagir après. Il répond d'abord. Oui, allez-y. Devant une hémorragie de postpartum. Maître Mateta, vous allez intervenir après Maître Mateta. Oui. L'attitude du médecin. Nous savons qu'on est devant une hémorragie du postpartum. C'est une urgence urgente. Et nous travaillons toujours en équipe. En équipe. Donc, ce n'est pas un travail d'une seule personne. C'est l'équipe tout entière qui est à l'œuvre, qui travaille. Alors, quant aux méthodes, le staff venait de tout relater ici, tout détailler. On a parlé de l'anesthésie ici, qui n'était pas possible compte tenu de l'état de l'accouchée. On a parlé du transfert qui n'allait pas marcher, compte tenu aussi des embouteillages, la lenteur dans le référencement des malades. Alors, ce que peut-être qu'on pouvait faire, bon, pas être extrême violence, pas être aussi extrême. Donc, utiliser des méthodes qui ne sont pas des méthodes rassurantes qui peuvent convaincre votre patient à adhérer justement à ce que vous lui demandez de faire. Il y a une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Il y a une autre question. C'est fini, on doit quelle est la durée? Apparemment, on avait répondu, on a parlé de 2 heures. La patience n'a que 2 heures. Ne revenez pas sur des questions déjà posées. On doit gagner du temps. C'est aujourd'hui la décision doit intervenir. Il ne faut pas gagner du temps. Allez-y, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Première question. Et si ce n'est pas les questions, nous allons réagir par rapport à tout ce... Vos observations, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parce que nous avons constaté que toutes les questions posées, c'était pour déclencher une vérité, parvenir à la conclusion selon laquelle, si donner un peu de coups était autorisé, si toutes les questions tournent autour de ça. En suivant, surtout, médecin directeur à la fin, il vous dit, on ne peut pas adopter l'attitude d'être loin de la violence. Non, il vous dit qu'on peut recourir, donc être juste milieu. Pas extrême dans la violence, mais être le juste milieu.
Mais voilà maintenant ce que nous dit l'article 18 de l'ordonnance numéro 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale. Parce que nous avons parlé ici, ça dit cet article un peu de mots. Mais c'est le président, c'est la défense. On n'est pas venu laisser notre client à l'abattoir, mais on est venu défendre les intérêts de notre. Je n'ai rien ajouté à ce que mon confrère venait de dire. Oui, docteur. Je dis que je n'avais rien ajouté. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien noté. Docteur, monsieur David, vous pouvez venir là-bas. Prenez votre téléphone, hein, vous risquez de le perdre. Oui. Bien, écoutez, comment vous réagissez par rapport aux dépositions des experts ici présents? Quels sont un peu de mots? Vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre leur déposition? Il y a des choses qu'on peut redire, mais en grande partie, ce qui a été dit est correct. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire que il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques coups aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des coûts est permis. Et je voudrais dire ceci, nous en termes médicaux, on ne parle pas des coûts. Si j'ai utilisé les coûts parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand il va crier, que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ce bébé de respirer. Une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né? S'il vous plaît, oui, allez-y. Veuillez m'excuser. La femme dont il est question ici, j'ai de preuves palpables que ce n'était pas une mineure, mais c'est une femme âgée de 19 ans. Vous pouvez, mais pourquoi vous gardez ces preuves pas devant vous? J'en ai ici, j'attendais que vous les demandiez, on allait vous les fournir. Non, il faut les fournir. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas savoir que vous êtes en possession de ces preuves. Le tribunal n'est pas... Et la note de référence dont nous ne sommes pas responsables et la fiche administrative rédigée dans notre hôpital. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le Président, Oui, maître, un peu de mots parce qu'on avait accordé la parole déjà. Vous n'avez pas la parole. les renseignements d'un patient ou d'une personne malade à l'hôpital, c'est lui-même qui donne. Vous allez constater que l'administratif de l'hôpital, l'administration de l'hôpital, l'agent, ne pose que des questions et les réponses viennent du patient ou des accompagnants du patient. Vous allez constater que dans la lettre de transfert, qui a transféré Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas dans notre hôpital, dans l'hôpital général de France de Gigolé, et la fiche de Madame Dorcas renseigne unanimement clair que Dorcas a 19 ans. Ça, c'est pas... C'est bien noté, c'est bien noté. Merci, Monsieur le Président. Maître, un autre élément, un élément nouveau? Oui, l'élément nouveau, c'est par rapport à l'état primipare de cette fille. Elle a obtenu, comme l'ont dit les experts, elle a eu cette grossesse d'un garçon qui a pris fuite. Sa mère est morte il y a 5 ans. Elle a laissé un enfant de 5 ans et c'est à l'accouchement que sa mère est perdue et cet enfant est sur la rue. Et la dame, telle que présentait Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas, elle vivait en dehors. Et d'ailleurs, c'est sa grand-mère qui a dit elle n'écoute jamais. Pour qu'elle écoute, il faut qu'on lui administre des coups. Ça, c'est sa propre grand-mère qui l'a dit. Elle est ici sur place. Nous avons les témoignages. Les autres témoins pourront vous le dire que même sa propre grand-mère, elle n'avait pas besoin de cet enfant. Elle ne voulait pas en avoir. Voilà, nous avons dit. Ok, c'est bien noté. Non, laissez côté la maître.
Oui, merci bien, Monsieur le Président. Je voulais un peu réagir, votre honneur, à ce qui a été dit. L'état de siège, où l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après, notamment les droits à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je ne me limite que là. Monsieur le Président, l'acte que l'édit prévenu a y apposé a été sanctionné même par ses pairs. Les prévenus, le médecin a été, votre honneur, auditionné par ses pairs. Nous avons les rapports. Votre honneur, en matière pénale, la preuve est libre. Le rapport est dans votre table. Il est dit ceci. Déclaration de l'intéressé lui-même. Au cours de l'audition, le docteur Balanganaï a reconnu le fait. Puis ils lui sont reprochés, à savoir, 1. Avoir porté des coups à une parturiente sur les lits d'accouchement. Ne pas avoir respecté les règles déontologiques et professionnelles applicables en salle d'accouchement. Il n'a pas fourni de justifications valables quant aux raisons de son comportement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'observation de son hiérarchie. On lui reproche ce qui suit. Les faits constituent une faute lourde au sens des statuts spécifiques des médecins des services publics de l'État, décret numéro 06 par 131 du 11 octobre 2006, notamment l'article 5, respect de la vie et de la dignité humaine. Il a violé l'article 5 qui parle du respect de la vie et de la dignité humaine. Ça, ce sont ses pairs qui les sanctionnent. L'article 7 a été violé, qui parle du respect de la déontologie médicale. Également l'article 25, Monsieur le Président, je cite. Nous ne sommes pas encore assez. Je cite votre honneur, c'est une réaction. Brièvement les rapports. Votre honneur, ces rapports a été reconnu par le médecin directeur. Les rapports venaient de son hiérarchie. Nous venons ici, votre honneur, de démontrer que, hormis l'audience de ce jour qui doit les condamner, mais il a été déjà sanctionné par ses pairs. Tout ce qu'il est en train de dire ici, il les a reconnus devant ses pairs. La preuve est là. Vous en avez dans votre tribunal. Je peux ajouter, Monsieur le Président, dans des petites phrases, tout en rencontrant ce qui a été dit de l'autre côté. Les deux experts ont confirmé que les coups sont interdits. Les deux personnes n'est allée au-delà de cette réflexion. Mais par la témérité du prévenu, quand il prend la parole, il dit non, lui conteste. Pour lui, les coups sont autorisés. Je renvoie le prévenu à l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18 par 035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique en République démocratique du Congo. Cette disposition de l'article 28 dit ce qui suit. Toute mesure de contrainte à l'égard du patient est interdite. Contrairement à ce qu'il dit. Donc vous allez constater que c'est un nom qui est téméraire. Il conteste et il décide. Et s'il n'a pas peur des robes de l'anton chinois, vous croyez que dans la salle où il a transformé la salle d'accouchement à une salle de débox. Et enfin l'article 31 du code de déontologie médicale, qui est l'ordre des médecins. Et ici, issu de l'ordonnance numéro 70 par 158 du 30 avril 1970, à son article 31 dit ce qui suit. Les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins. Entre parenthèses, sauf urgence. Mais il ne peut pas les imposer. Ça, c'est la loi qui dit. Mais vous constatez que le prévenu est en train de mettre en cause même les textes. On peut se référer à tout. La grande famille romano-germanique, où la République démocratique du Congo est issue, et
ressources principalement à la loi. Du moment où la loi a déjà donné des réponses en ce qui concerne les coûts dans la salle d'accouchement, tous les autres auteurs, la jurisprudence, la doctrine et les restes ne peuvent que se taire. La loi a tranché cette question. Nous n'allons plus perdre le temps sur ça. Merci. Et aussi, il y a des témoins ici. Nous avons des témoins, là où le confrère avait dit que la maman ou la grand-mère avait ordonné, avait autorisé au médecin de taper pour que la dame comprenne. Là, elle est là. Elle est partie civile, vous voulez qu'on l'entende comme témoin? Non, non, elle n'est pas partie civile. Mais il y a des témoins. Il y a des témoins. Elle va s'intéresser comme partie civile. C'était la grand-mère qui représente sa fille, sa petite fille mineure, non? Exact. Et maintenant, vous cherchez que le tribunal l'entende comme témoin? Non, non, non. On n'a pas dit que quelqu'un comparaisse comme témoin. Comme partie civile, elle doit réagir par rapport à ce qui a été dit. Elle le fera, elle aura la parole. Mais les débats contradictoires veulent que dès que cette parole sort de l'autre côté, elle doit être rencontrée une réponse de l'autre côté. C'est ça le débat contradictoire. On lui donnera la parole. D'abord,